sommes arrivés à Fès, ce n'est pas un congrès, ça a plutôt l'aspect d'une fête. Et je crois que le bureau de l'association de pédiatrie de Fès ont tout fait pour que ceci ressemble davantage à une fête, Inch'Allah. Alors, nous allons discuter avec mes amis et collègues, Madame le professeur Mikou, qui est là, et Madame le professeur Idrissi, qui est là aussi. Nous allons discuter de cas cliniques. Alors, il y a d'abord Madame Hind, professeur Hind Charabi, qui est chirurgien pédiatre à Agadir. Après, il y a le professeur Aït Sab de Marrakech et le professeur Fatem Zahra Souilmi de Fès. Madame le professeur Charabi, Finaïa et Hind. Bismillah, Binti, allons-y. Alors, en attendant que le document soit affiché, de prime abord, je tiens à remercier le bureau de l'Amicale des pédiatres Fès pour leur aimable invitation et acceptation de ma conférence. Et au nom de l'équipe de la chirurgie pédiatrique d'Agadir, je tiens à vous transmettre les salutations de toute l'équipe. Et ça me fait énormément plaisir de siéger parmi vous et de présenter mon travail. Alors, j'ai choisi de traiter un cas qui m'est tenu à cœur. C'est un cas clinique d'une fillette que j'ai opérée maintenant presque 2 ans. Et j'ai profité de ce travail pour même discuter et pour relever plusieurs points d'interrogation qui sont vraiment des leçons tirées de cette pathologie. Donc, en guise d'introduction, on va essayer d'adopter le plan suivant. On va commencer par exposer brièvement l'observation médicale. On va vous dire les grandes lignes de la prise en charge chirurgicale, les points d'interrogation qui ont été suscités, et avec une petite revue de la littérature. Avant de clôturer, on va parler des règles du jeu qui sont des règles plutôt de codification de la prise en charge et les leçons tirées. Donc, il s'agit d'une fillette âgée de 5 ans qui a comme antécédent des douleurs abdominales intermittentes depuis l'âge de 1 an, qui a bénéficié d'une automédication et qui a présenté un épisode d'infection urinaire 3 ans avant sa consultation traitée et non documentée. Elle consulte chez nous pour une augmentation progressive du volume abdominal avec une conservation de l'état général. L'examen clinique a retrouvé, comme vous voyez sur l'image clinique, une fille qui consulte pour une énorme masse abdominopelvienne droite. Elle est apéritique avec un poids à 17 kg, une taille à 103 cm. On a caractérisé la masse abdominale comme étant tendue, non inflammatoire, mate à la percussion, à limite difficile à cerner, débordant sur la ligne médiane et déplissant l'ombilic. Donc, comme vous voyez sur l'image clinique, c'est une énorme masse chez une fille de 4 ans. Donc, le reste de l'examen clinique était sans particularité, notamment les aires ganglionnaires étaient libres. Lorsqu'on a fait une échographie abdominopelvienne, il a parlé d'une hydronéphrose, énorme hydronéphrose droite, laminant le parenchyme comme indiqué en rouge, avec un bassinet qui mesure théoriquement 20 cm de longueur. Par la suite, on a complété par un uroscanner qui montre, comme vous voyez, une énorme image qui prend tout l'abdomen et qui refoulera en haut et arrivant jusqu'au-dessous de l'ombilic. Donc c'est une image qui est purement kystique et refoulant bien sûr sur les côtés les anses digestifs. Donc sur une coupe transversale, vous pouvez voir cette énorme masse qui explique l'augmentation du volume abdominal chez cette fille avec l'aspect multilobé et le rein qui n'apparaît presque pas sur l'image scanographique. Pardon. Donc devant cette pathologie, on a évoqué bien sûr une hydronéphrose géante et on était devant 3 possibilités. Soit réaliser une néphrostomie percutanée d'attente, puis bien sûr une pyéloplastie, soit réaliser une montée de sang de Gigi avec pyéloplastie par la suite, soit réaliser une néphrectomie d'emblée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'expose ce sujet, parce que c'est un sujet de débat et qui a suscité beaucoup de débats en matière de cet, 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 cet,
Donc, comme vous voyez sur la scintigraphie qui a été réalisée MAC 3, vous pouvez voir sur le côté droit, donc vous voyez sur le côté droit que le rein droit, il est presque non fonctionnel, il est énorme. Par contre, au côté gauche, le drainage du côté gauche, il semble être normal. Donc, un cliché qu'on a réalisé, le rhénogramme qu'on a réalisé de la scintigraphie à MAC 3, il était un petit peu paradoxal et je dirais qu'il était pertinent parce que comme vous voyez sur le côté droit en vert, vous voyez que la courbe de drainage il est en plateau avec multiples pics, mais il n'atteint vraiment pas le Tmax. Et ça veut dire que le rein droit il est non fonctionnel. Paradoxalement, ici je reviens sur cette diapo après pour en tirer des conclusions. Vous voyez sur le côté gauche qui est censé être normal sur les clichés, on va voir sur le côté gauche qu'il y a vraiment un retard de drainage qui ne répond même pas à l'épreuve à la furosémide. Donc là, bien sûr, on a besoin de cette fréquence, cette fonction résiduelle rénale qui est à 29 pour le côté droit. Donc, puisqu'on travaille maintenant sur une structure un petit peu de transition, pour ne pas dire une structure qui n'est pas CHU, on a opté pour une néphrostomie d'attente, puisque montée de sonde Gigi, on n'a pas une plateforme qui est dédiée pour l'ablation par la suite, et donc j'ai dû positionner une sonde de néphrostomie percutanée qui montre sur ce cliché de l'AUSP une énorme dilatation. Tout ça, c'est le bassinet. Et j'ai profité de ce cliché de néphrostomie percutanée qu'on a mis en éco-guidé, bien sûr, pour vous montrer justement le volume qui est devenu de bassinet, qui est devenu comme un sac, comme une poche, et tout ça, c'est le bassinet de l'enfant. Et je dirais que lors de positionnement de la sonde de néphrostomie, on a eu presque 6 litres d'urine qui sont certes sortis de la sonde de néphrostomie. Bien sûr, on a fait attention parce que le risque de syndrome de levée d'obstacle chez ces malades, il est toujours là. Donc, juste pour cartographier ce qui se passe, on a pu maintenant, après avoir vidé la jonction, on a pu voir le rein. Il est ici, il est repoussé vers le diaphragme et c'est un rein qui semble être de taille normale. Mais c'est comme on a vu sur les dernières diapositives, c'est un rein, c'était comme un iceberg qui était caché par la dilatation. Donc, ce qui est en blanc, c'est toute la jonction avec le produit de contraste qu'on a fait entrer par la néphrostomie. Et ça, c'est le rein résiduel. Bien sûr, dans le cadre de décisions thérapeutiques et d'associations polymalformatives, on a réalisé une uréterohystographie rétrograde qui a objectivé un aspect normal de la vessie. Néanmoins, on peut deviner un petit diverticule à droite qui, on va dire, entre guillemets, sans importance pour la prise en charge actuelle du malade. Donc, on a décidé d'opérer cette malade avec une pyéloplastie. Et je vais vous orienter. Ça, c'est le postérieur, ça, c'est l'antérieur, ça, c'est la tête, ça, c'est les pieds. Et vous voyez, justement, ici, c'est l'urtère. Et essayez de voir, s'il vous plaît, l'aspect rétréci de l'urtère accolé au bassinet. Donc, ça confirme que c'est une hydronéphrose géante sur une sténose de l'urtère. Celui-là, c'est le sac ou la poche du bassinet. Donc, regardez comme c'est énorme le piélon qu'on a dû ouvrir. Et donc, on était obligé de partir et de faire des résections, une résection de piélon. Et ce que vous voyez que je montre par cette pince, c'est les calices, c'est le calice inférieur. Bien sûr, la limite de résection de piélon étant ce calice. C'est une image qui montre l'urtère restant après avoir coupé ce qui était sténotique, et ça, c'est vers la vessie. Donc ça, c'est vers la vessie et c'est la partie qu'on va aboucher. Les suites opératoires étaient simples avec une patiente qui demeure apérétique. Le pansement propre, on a réalisé l'ablation de drain de néphrostomie à J15 et elle a été déclarée sortante avec une échographie de contrôle à 3 mois, puis une scintigraphie à 1 an qu'on va discuter ultérieurement dans les dernières diapositives avec un recul maintenant à 1 an et demi. Donc, comme vous voyez sur la scintigraphie de contrôle, regardez, en vert, c'est le côté qu'on a opéré. À première vue, on peut détecter que la courbe elle est toujours plate, mais
la réactivité du rein qui fait la différence. C'est le message que je veux transmettre par ma présentation. C'est qu'il faut traiter le rein comme un rein qui va réagir. La moindre réaction importe dans le suivi des malades. Tandis que dans le côté gauche, qui était presque plat, regardez au niveau de contrôle après un an, c'est un rein gauche qui est devenu presque normal et qui répond presque normalement à l'épreuve de furosémide, et on va voir la conclusion qu'on va tirer par la suite. Donc c'est juste pour vous montrer une image avant le geste. Ça, c'est le rein droit avant en préopératoire, et ça, c'est en post-opératoire avec, regardez, la fixation. Ça veut dire que le rein, il est devenu un petit peu réactif. Donc je vais passer rapidement pour ne pas perdre beaucoup de temps. Et c'est la question. Quand on a opéré des malades, on en a profité bien sûr pour évoluer dans la carrière. On doit profiter et tirer des leçons. Qu'en est-il de l'hydronéphrose géante, puisqu'elle est rare? Et même moi-même, j'ai opéré à Agadir, c'est le deuxième enfant. On en a opéré 2. Donc l'hydronéphrose, il a une définition qui est floue. Quelle est la place de diagnostic néonatal? Obstruction et dilatation, c'est très important. Le syndrome de jonction et infection urinaire, la corrélation. Est-ce qu'on peut faire la scintigraphie initiale? Est-ce qu'elle donne une vraie image ou une image de mirage? Sinon, quand est-ce qu'on peut faire la néphrectomie? Et attention à la dilatation résiduelle. Donc, pour commencer, il faut savoir que je fais le tour de la littérature, et la définition de l'hydronéphrose géante, il reste vraiment très flou et très relative. Elle est définie par une dilatation qui dépasse la ligne abdominale médiane avec une longueur rénale de plus de 5 vertèbres, sachant que c'est un enfant qui est en pleine croissance, et donc c'est très relatif par rapport à la croissance de l'enfant. Et la deuxième définition qui parle de plus de 4%, le liquide qui est contenu dans le piélon va dépasser plus de 4%. Donc ici, je pense que dans de telles journées, on est toujours regroupés pour sortir avec des recommandations et échanges de savoir et savoir-faire. Il est temps de sonner l'alarme de diagnostic anténatal en matière d'uréopathie malformative. Parce que dans l'hydronéphrose géante, je ne vais pas dire que c'est honteux, mais je vais dire que c'est malheureux de laisser un malade avec une telle hydronéphrose évoluer jusqu'à l'âge de 4 ans, alors que, comme vous voyez, il existe une classification selon cet article qui fait le diagnostic. Et même, je vous ai tiré juste ça à titre indicatif, il y a plusieurs conduites en matière de l'hydronéphrose néonatale et comment on va agir en fonction de cette hydronéphrose. Maintenant, la classification, on adapte plus à la classification dite UTD, de la dilatation de l'arbre urinaire. Et quel est son avantage maintenant? C'est parce qu'elle traite et le néonatal et le postnatal, et elle propose un consensus qui est bien clair. Et sur le schéma, au fond, je vous montre qu'il y a un piège de mesure de piélon. Il faut le mesurer ici et toujours sur une coupe transversale. Il faut insister avec le radiologue sur ce point. Donc cette classification, comme je vous le montre sur ces schémas, il va vous donner une classification prénatale et postnatale, et même il va vous donner le suivi codifié, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire quand je diagnostique, le rythme de mon suivi échographique et scintigraphique, et même quand est-ce que moi-même, chirurgien pédiatre, je vais intervenir ou je vais utiliser un traitement ou là opter pour un traitement qui est conservateur. Donc ici, il y a une étude qui a été menée sur 257 enfants qui parle d'un seuil de diamètre antéro-postérieur qui est fixé à 15 mm. Mais c'est très controversé. Disons que à partir de 10 mm, 3e trimestre, je m'inquiète. 2e trimestre, il y a un suivi qui est bien codifié. Maintenant, quels sont les facteurs prédictifs pour la persistance? Pas toute hydronéphrose qui va aboutir à une hydronéphrose néonatale, mais quels sont les facteurs prédictifs? J'ai fait un tas de recherches et j'ai essayé de regrouper ça sur tous ces éléments sur cette diapositive, à savoir notamment en rouge la réduction du parenchyme rénal et l'oligoamnios. Ce sont des facteurs prédictifs qui sont importants dans la genèse d'une hydronéphrose postnatale. Ça, c'est classique, mais c'est important à savoir. Parce que aller interpréter une courbe d'un piélon dilaté ne veut pas dire forcément que c'est une obstruction. Pourquoi j'ai mis l'image de la grande baignoire et de lavabo? C'est très simple et c'est très schématique et classique, parce qu'une baignoire, c'est un piélon dilaté. Il va prendre beaucoup de temps. C'est la courbe en plateau. Mais avec le même débit du robinet, on va avoir
le retentissement de l'obstruction sur un volume plus restreint. Et donc, je passe le message suivant, la dilatation n'est pas synonyme de l'obstruction. Et le degré de dilatation n'est pas corrélé au degré de l'obstruction. Et l'obstruction, elle est définie comme une toute condition mal ou non traitée qui peut engendrer l'altération de la fonction rénale. Ceci dit, on n'a pas tout rein qui est dilaté, mais pas forcément obstrué. C'est le message que je veux passer. Et donc, on aura cette particularité du nouveau-né, il faut la prendre en considération dans les contrôles scintigraphiques et l'interprétation des scintigraphies qui sont précoces, notamment la DMSA précoce. MAC3, pas de problème, mais DMSA, ça, le problème, c'est la diminution transitoire de l'infiltration glomérulaire, un large piélan qui devient comme une chambre, une augmentation de sa compliance, et donc l'épreuve de la diurétique va donner une augmentation de volume. Et donc, on passe le même message, qui est le suivant. Le retard de drainage n'est pas équivalent à une obstruction et on peut faire une MAC3 à partir de 2 semaines de vie. Toute aggravation, ça c'est important, toute aggravation de la dilatation est une obstruction. Toute aggravation de la dilatation, donc c'est un processus qui est dynamique. Donc je vais repasser rapidement juste pour vous dire que maintenant il existe des biomarqueurs qui sont utilisés en diagnostic anténatal pour parler de l'obstruction. Certes, ils ne sont pas spécifiques, mais on utilise pour nous orienter sur l'évolution de nos malades. Et là, à quelle pression, je me suis posé la question suivante, à quelle pression le piélon va souffrir? Donc, il va se dilater, se dilater, se dilater, et c'est le monsieur Whittaker qui nous a dit qu'à partir de 14 cm3, on va avoir l'altération de la fonction rénale. Donc, c'est une étude qui parle de est-ce que l'hydronéphrose, est-ce que le diagnostic de l'hydronéphrose en anténatal, est-ce qu'il a un retentissement sur la prise en charge en postnatal, et on a déduit qu'à partir de 40 cm de piélon, de diamètre antéro-postérieur diamètre antéro-postérieur du piélon, on parle d'une aggravation en postnatal. Donc, on comprend de ce schéma on répond sur ce schéma sur corrélation de syndrome jonction et infection urinaire. Contrairement à l'idée reçue, l'hydronéphrose géante ne va pas se manifester par une infection urinaire que dans 50% des cas. C'est-à-dire que je ne m'attends pas à une infection urinaire pour traiter un malade d'une hydronéphrose géante. C'est la masse qui va prendre la relève. Et donc, vous voyez sur cette balance schématique qu'une fois la compliance du rein elle est dépassée, la balance elle va se creuser vers tout ce qui est complications du malade. Et ça, encore une fois, pour vous montrer que quand le bassinet augmente de volume, la dilatation ne veut pas dire l'obstruction, c'est juste qu'il va prendre d'emblée du temps pour se vider. Et on aura le message suivant, attention à la scintigraphie initiale, c'est un effet de mirage. Ceci dit, je vais revenir juste sur le côté gauche, regardez l'effet de mirage qui est même contralatéral entre les deux reins. Donc, un rein qui a l'air totalement détruit en préopératoire, et après la récupération de la fonction à droite, regardez le rein contralatéral et la récupérer d'une façon quasi normale. Donc, on rétablit ce qu'on a dit. Demanderai-je une DMSA, une MAC3? Ça, c'est la question classique à laquelle j'ai répondu. Je vous ai exposé les caractéristiques de chaque scintigraphie et on va voir que la MAC3 elle a l'avantage d'être dynamique et moins irradiante. La DMSA, elle est 10 fois plus irradiante que la MAC3. Et donc, on doit utiliser la MAC3 quand on suspecte l'obstruction. Par contre, la DMSA, c'est pour les lésions corticales. C'est type reflux vésico-urétéral. Le plus important à savoir, il faut faire attention quand c'est bilatéral, la fonction rénale sera biaisée et ces deux scintigraphies ont plutôt une valeur prédictive négative. Quand ils sont négatifs, je suis rassurée. Quand ils sont positifs, je dois raisonner. Donc, je vous ai juste exposé ici que quand on parle de comparaison MAC3 et DMSA, il n'y a pas de différence significative entre quand il s'agit de différence de pied ni de différence de l'âge. Et donc, on retient qu'on utilise la MAC3 quand il y a l'obstruction et dans une visée qui est dynamique. Un mot sur DTPA parce qu'il s'utilise encore. La DTPA, elle est dynamique certes, mais elle est plus irradiante, Elle est plus irradiante que la MAC3, mais voilà son point faible.
juste 20%. C'est comme une image floue. C'est comme le PC Pentium 1 ou Pentium 4. 120%, c'est un pouvoir qui est un petit peu réduit à la 5e. Donc, en ce qui concerne l'apport de la néphrostomie percutanée, regardez, la néphrostomie percutanée, elle peut visiblement améliorer la fonction rénale même avant la pyéloplastie. C'est ce que relève cet article que je vous transmets sur la diapositive. Ceci dit, est-ce qu'il existe un seuil de néphrectomie? J'ai fait le tour et il y a des gens qui n'ont pas fait de néphrectomie même sur des valeurs de 5%. Vous savez pourquoi? Parce qu'on en a parlé, effet mirage. On ne décide pas qu'après avoir soulevé l'obstacle parce que c'est un rein qui souffre depuis in utero et à la naissance. Alors, la dilatation pyélique, ce que j'ai appelé le repos du guerrier, c'est-à-dire que ça inquiète les parents parce qu'ils vont faire l'échographie. Ah, dilatation résiduelle. Ne vous inquiétez pas, ça doit prendre le temps qu'il faut pour se résoudre. Donc, ça, j'aimerais bien terminer par 2 diapos. Ça ne se joue jamais en solo, c'est multidisciplinaire. Il faut avoir cet esprit-là. Il faut raisonner avec le minimum de bagages. Il faut reculer à voir la grande image. Il faut penser sûrement au rein et toujours au rein. Et c'est un processus dynamique et surtout, je profite pour dire, faites la transition correctement avec les néphro-adultes et on reste en suivi avec eux. 2 philosophies que j'ai apprises de ce malade. La première, c'est celui-là, c'est l'urologie, c'est ça. On ne peut pas conduire un seul conducteur. Donc, on a besoin de collaborer pour que, ce qu'on appelle le tandem, pour que ça avance. Deuxième chose, raisonner devant un rein chez un enfant avec cette pathologie, c'est comme sauter d'un train qui bouge. On doit en tenir compte de plusieurs paramètres pour sauter. Sinon, on va finir par tomber par terre ou là, par avoir des dégâts. Et je finis par ça parce que c'est le bulletin de ma patiente qui a maintenant, je pense, 6 ans là, qui a excellé et qui me transmet ça pour me remercier et vous remercier d'ailleurs avec moi. Merci pour votre attention. Merci Hind pour le choix de l'observation, pour la recherche, on a appris des choses, et pour votre état d'âme, parce que c'est une observation troublante. Alors, je vais donner la parole à la salle. Il y a 3 niveaux. Il y a un niveau du diagnostic anténatal. Ça, c'est le diagnostic anténatal. Vous voulez nous dire que cet enfant avait déjà une dilatation avant sa naissance. Et de ce fait-là, vous vous posez, vous vous dites, le fait de connaître cette dilatation peut nous imposer des conduites à tenir par la suite. Première question. Deuxième, vous avez parlé d'une infection urinaire non documentée. Donc cet enfant, on ne sait pas quel type d'infection urinaire, on ne sait pas si elle a fait une échographie, on ne sait pas du tout. Est-ce que, si on avait fait le diagnostic il y a longtemps, à 2 ans et demi, qu'on avait traité, peut-être que cette dilatation ne serait pas aussi importante. Mais vous faites bien de nous dire, dilatation ne veut pas dire qu'il y ait une sténose. Or, pour qu'il y ait un problème d'infection urinaire, il faudrait probablement qu'il y ait une sténose. Donc, vous séparez les choses. Très intéressant. Il y a des choses que vous dites aussi, et pas de dilatation, et pas de, alors, infection urinaire, vous avez donné le chiffre de 5%. Et qu'en fait, vous insistez sur le fait que cet enfant avait une dilatation avant sa naissance. D'accord. Puis vous passez à la comparaison des indications de la radio. Les moins irradiantes vers les plus, le DMSA et le MAG3. Vous introduisez la 3e. Et puis après, il y a le traitement chirurgical. La salle. Qui veut prendre la parole? Y a-t-il d'abord des pédiatres, d'abord au niveau de la pédiatrie, au niveau de la chirurgie? Moi, on me dit toujours que je parle trop. Alors, je vous écoute. Oui, Madame Aïtsab, allez. De Marrakech. Intéressant. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Juste pour le syndrome, pour l'obstacle et l'infection. Alors, dans la littérature, le syndrome de jonction, il est réputé ne pas donner beaucoup d'infections. Dans la pratique, c'est tout à fait le contraire. Donc là, c'est pour ça que la physiopathe, en fait, n'est pas... On dit, bon,
là, on explique comment là toujours pour prévenir l'infection urinaire. Pourquoi? Parce que l'eau doit toujours circuler. Circuler, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle sur les voies urinaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le syndrome de jonction, il s'infecte et c'est peut-être le même mécanisme. Peut-être que cet enfant-là, une chose qui manque, c'est la croissance et c'est la tension artérielle pour vérifier est-ce qu'il y avait effectivement des infections urinaires dans le passé. Oui, il y a la notion d'infection urinaire, mais elle n'est pas documentée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le germe, peu importe le germe, on sait que c'est très souvent le Escherichia coli. Sauf quand il y a une neuropathie malformative ou l'épilepsie là. Et on ne sait pas si cet enfant avait bénéficié d'une radio de chimique. Allez-y, madame. Oui. C'est pour justement, parce que ici, mon cas, son importance revêt du fait que c'est une hydronéphrose géante. Ce n'est pas un syndrome de jonction normal. Le syndrome de jonction normal, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a une augmentation du volume du bassinet qui s'arrête à une limite où il y a la stagnation qu'on vous parle, et donc l'infection urinaire. Maintenant, vous voyez le bassinet, il est arrivé jusqu'à... On dirait qu'il était enceinte, la fille. C'est là. Donc cette grande compliance, elle dilue les germes au sein du pied. Et justement, je vais vous répondre sur vos questions. C'est que, et même pour le professeur qui m'a demandé pour l'infection urinaire, c'est que justement, quand on a une infection urinaire dans une hydronéphrose géante, d'ailleurs c'est un message que je voulais passer, il faut toujours penser à des germes qui montent de bas, à un reflux associé. Et toujours ça c'est un grand problème pour nous. Oui, ça c'est un... pour les questions de diagnostic... Oui. Si vous avez reçu cet enfant avec un diagnostic anténatal à J2 ou J3 et que vous avez trouvé cette dilatation importante, donc, quelle en est l'étiologie? Dans notre malade. Autre. Donc c'est un malade qui a cette dilatation. On va voir un parenchyme qui est laminé au SEDA. Donc on a un retentissement sur le rein. Bien sûr que dans la première semaine, on ne va pas faire de scintigraphie précoce. On va faire la MAC3 à partir de la deuxième semaine. Donc DMSA, on ne la fait pas dans le cadre de l'obstruction. Maintenant, c'était pour vous répondre directement. C'est un candidat idéal à une montée de sonde Gigi. Gardez la sonde Gigi, 6 mois, 1 an, on est à l'aise et le patient il est à l'aise. Merci. Oui, toute la cible. Allez. C'est toujours Marrakech. Oui. Bravo pour votre qualité d'exposé. Moi, j'aimerais un petit peu faire réagir un petit peu la salle, la faire réfléchir. Ce qu'on appelle le dépistage des uropathies malformatives en postnatal. Actuellement, avec le POCUS, avec l'échographie, qui commence un petit peu à généraliser, c'est une méthode de choix qui permet de dépister n'importe quel enfant. Un coup de sonde rapide en 5 secondes. Moi, j'ai fait une petite étude sur 15 000 enfants, systématiquement, dépistage systématique de tous les enfants de ma consultation. Sur 15 000 enfants, on a trouvé à peu près 113 uropathies malformatives, dont beaucoup étaient des tableaux assez trompeurs et que jamais avant la première infection urinaire. Voilà. Madame Swilly, vous n'avez pas envie de poser une question, de nous éclaircir? Allez-y. Micro, s'il vous plaît. Alors, je remercie Madame Chalabi pour la qualité de sa présentation et j'aimerais juste ajouter quelques remarques par rapport au diagnostic anténatal. Donc, il y a des conduites à tenir, bien sûr, le diagnostic anténatal, on n'en parle pas, donc très intéressant. Avec des conduites à tenir, je suis tout à fait d'accord. Donc, on a le cut-off de 10 mm par rapport au syndrome de jonction ou par rapport aux sténoses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on découvre un syndrome de jonction à la période néonatale? Donc moins de 10 mm, moins de 10, on surveille. Donc là, il faut garder l'échographie. Donc on surveille à 1 mois, puis à 3 mois de vie. On fait une scintigraphie au MAC3 pour voir le degré d'obstruction. Et si l'obstruction ne s'aggrave pas, on va continuer avec la surveillance. Ça, si le patient ne présente pas d'infection. Si on a une dilatation bilatérale ou si le patient présente une infection, la recherche d'un reflux s'impose. Donc là, il faut faire une ECG à la recherche d'un reflux, comme vous avez fait avec l'antécédent de votre patiente et d'infection urinaire, l'ECG s'impose. Parce que là, il ne faut pas être trop invasif par rapport à l'enfant.
De deux, opérer la scintigraphie à la période néonatale, il faut savoir que le rein il est immature physiologiquement à la naissance. Donc la clairance normale au cours du premier mois de vie, donc on va pas, sur la scintigraphie, il n'y aura pas une bonne fixation. On sait qu'à partir de 20-30 de clairance, la fixation n'est pas correcte de la scinti, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'intérêt à demander une scintigraphie, surtout au DMSA initialement, tant plus que la clairance normale au premier mois de vie, c'est aux alentours de 30-40 millilitres. Donc l'intérêt, effectivement, je suis tout à fait d'accord pour le MAG 3, pas le DTPA, donc qui va nous donner une idée sur, et bien sûr, la fonction et la répartition. Alors faire la néphrectomie, donc on a vu des chirurgiens, on a reçu des patients, effectivement, et ça c'est un message qui devrait passer aux chirurgiens, des scintigraphies avec des fonctions rénales inférieures à 10% et ce sont des patients qui ont été néphrectomisés pour des dilatations très importantes et qu'on récupère par la suite en consultation pour le suivi d'un rein unique fonctionnel avec néphrectomie initiale. Donc je crois que le message est là. Il faut d'abord tenter bien sûr de désobstruer, de revérifier la fonction rénale et puis après décider de la néphrectomie et ne pas être donc néphrectomiser les patients à la hâte, et ça on le voit. C'est une attitude qu'on voit assez en chirurgie. Voilà, donc c'est ça. Et ça rejoint que la décision doit être toujours multidisciplinaire. Donc il ne faut pas qu'il y ait donc tous les patients pour lesquels on prend bien sûr des décisions communes. Donc là, on a bien sûr une feuille de route bien ciblée. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait de décision unilatérale, que ce soit pour le chirurgien seul ou pour le pédiatre seul. Une chose, le choix de la néphrologie pédiatrique dans le service dont j'étais chef de service, c'était le diagnostic des uropathies malformées, les valvules de l'urètre postérieur chez des enfants de 12 ans qui, arrivés à l'âge de 12 ans, le diagnostic l'ont fait. Ça, et en insuffisance rénale. Voilà, donc il faut quand même attirer l'attention sur le fait. Bien, merci beaucoup, madame. Votre observation est très intéressante. Professeur Edsab, finish alhamdoulilah. Tfadli, madame Edsab, je passe la parole.